lorsque les sentiments deviennent trop forts pour les exprimer, on les fait entendre par des cris de haine, de souffrance, de joie et tant d'autres. L'histoire, elle s'écrit avec des hurlements, grâce aux hurlements. L'histoire, avec son grand H, est faite par des hommes et des femmes qui se sont fait entendre par leur voix. Martin Luther King, par exemple, je pourrais le citer avec son I Have a Dream pour l'égalité entre la couleur de peau. Mais aussi Simone Veil, qui face à une tribune majoritairement masculine, a su utiliser sa voix pour faire entendre et affirmer le droit des femmes. Certes, l'histoire et nos vies se sont écrites sur des paroles hurlées, mais ce sont ces paroles qui partent en première, qui s'envolent, et ce sont les actes et les gestes qui restent. Certains n'ont pas la chance et le privilège d'utiliser ce que la vie nous a donné, la voix, comme les sourds ou les muets. Ils arrivent tout de même à se faire entendre et comprendre, grâce à la langue des signes, qui est une langue comme l'anglais, l'espagnol ou le français, mais qui, elle, n'utilise ni corde vocale ni bouche, juste les gestes, sans bruit. Parfois, nous devons juste ne pas utiliser ce privilège, comme l'exemple des religieux qui, eux, font le vœu de silence, qui ne sont ni vus ni entendus par des hommes, seulement entendus par Dieu. Parfois, même les gestes ne sont pas nécessaires pour se faire entendre pendant des années. C'est par l'art. Par exemple, Van Gogh, avec ses tableaux, comme Les mangeurs de pommes de terre, fait entendre la famine et la douleur dans son œuvre à travers ces personnages qui sont représentés sombres et seuls dans une pièce éclairée seulement à la lanterne. Ce sont ces œuvres matérielles qui défient le temps et font traverser les sentiments et l'envie de leur auteur à travers l'espace et le temps pour les faire devenir éternels à entendre et comprendre. Alors qu'un cri, lui, est tout bonnement simplement éphémère. Pour ma part, si je crie, c'est pour me faire entendre. Mais à quoi bon se faire entendre si on ne sait pas se faire comprendre? Nous, êtres humains, nous nous distinguons des animaux par notre conscience. Conscience de vivre, conscience d'entendre ou de sentir. Alors il est impératif d'utiliser cette conscience à bon escient. Pour que nos paroles soient entendues, il faut qu'elles ne soient pas vides de sens. Je pense qu'un cri, lui, est souvent utilisé pour attirer l'attention sur ce qui est important. Je vous invite tous, donc, alors à utiliser vos cris et vos voix et vos mots pour rendre un monde meilleur, avec une meilleure conscience, d'entendre et de comprendre les autres. Merci.
se voit. Nous nous méfions naturellement de ce dont nous n'avons pas fait l'expérience. Nous préférons le vécu, mais avons-nous raison de réagir ainsi? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, on peut penser que oui, il faut avoir fait l'expérience de ce dont on parle. Ne serait-ce que pour la légitimité dont notre discours se voit gratifié. Un chef cuisinier n'est-il pas le plus à même de nous apprendre à cuisiner? On dit que l'appétit vient en mangeant. L'habileté vient avec la pratique. Et ceux qu'il s'agisse d'apprendre à cuisiner, à parler une langue étrangère, véritablement tous les domaines sont concernés, y compris l'éloquence ici et maintenant. En adressant la bouche, je m'exerce. Vivre une chose, c'est l'intégrer de manière autrement plus vive et saisissante. Tout reste gravé dans l'esprit. C'est pourquoi presque toutes les civilisations respectent les plus vieux. Les anciens ont vu plus. Ils savent. Et leur parole fait autorité. Quand l'ancêtre parle, tous s'arrêtent et écoutent. Enfin, il faut vivre avant de parler, car détourner le regard n'est pas une solution. Il est préférable de le montrer, au risque de choquer, plutôt que d'ignorer. Si je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu l'horreur de la guerre, ce n'est pas à moi de tenter de la décrire, d'en faire une représentation extrapolée, incorrecte, erronée. Les témoins et les témoignages sont les plus authentiques sources d'information. Pour toutes ces raisons, il faut avoir vécu pour avoir quelque chose à dire. Cependant, on peut penser le contraire. Parce que si effectivement, il ne fallait pas parler d'une chose sans en avoir fait l'expérience, et pour reprendre le sujet de la guerre, il y aurait une véritable omerta autour de ce sujet terrible. Qui dans cette salle a déjà été fusil en main sur le champ de bataille? Personne. Nous n'avons pas connu la guerre, mais fort heureusement, nous pouvons en parler. Si on suivait la précédente logique, reconstituer l'histoire et l'étudier serait presque impossible. Sous le prétexte que nous n'avons pas de légitimité, nous devrions oublier notre passé, oublier d'où nous venons. Comment peut-on savoir qui on est si on ne sait pas d'où on vient? Oublier pourquoi nous avons fait la guerre, oublier les horreurs de la guerre au risque de les faire revivre, de répéter nos erreurs. Autre point faible de cette logique, les jeunes comme moi, ayant peu vécu et peu vu, ne pourraient jamais s'exprimer. Le monde est déjà dans un sens une gérontocratie. Trump et Biden ont respectivement 74 et 78 ans. Faudrait-il laisser le monde se gouverner seul, sans que toute une génération ait son mot à dire? Nous ne sommes plus dans les années 60. La phrase « sois jeune et tais-toi » n'a pas ou plus lieu d'être. Enfin, c'est aussi et surtout le travail des artistes que de se faire porte-parole. Peu importe la forme d'art, peinture, chanson, écrit, le créateur s'exprime pour ceux qui ne le peuvent pas. Il n'a pas vécu ce qu'il raconte, mais ça ne lui enlève aucunement sa légitimité. Il met en forme, grâce à son art, ce que d'autres ont vécu. Tous les auteurs de récits de guerre ne sont pas forcément des vétérans. Et Guernica est peut-être une représentation cubiste, mais elle reste une représentation de la guerre. Je suis enclin personnellement à penser que non, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu pour avoir quelque chose à dire. Cela surtout parce que je suis jeune et artiste de surcroît. Ma position est donc assez naturelle. Je ne veux pas que n'importe qui puisse se mettre à dire tout et n'importe quoi, en sortant l'argument d'être plus âgé. Un prétexte, somme toute, peu rationnel. Pour moi, la vérité et le bon sens sont deux des choses les plus inestimables qui soient. Et ni l'une ni l'autre ne dépendent de l'âge et du vécu. Dans le signe on y vient, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je ne juge pas quelqu'un sur ce qu'il a vu, mais sur ce qu'il a fait et dit. Et c'est pourquoi, je le répète, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'avoir vécu pour avoir quelque chose à dire. Merci.
de me taire au commencement pour expliquer un paradoxe. Le silence revient à se taire au lieu de parler pour ne rien dire. Mais on m'a toujours dit que ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut forcément se taire. Donc on peut se demander, peut-on parler pour ne rien dire? Si nous considérons le langage comme un instrument qui sert à traduire sa pensée, alors il paraît impossible de ne parler pour ne rien dire. En ce sens, parler devrait toujours signifier quelque chose. Il faut donc prendre ce sujet dans un sens métaphorique. Alors pour essayer de savoir dans quelle mesure nous pourrions parler pour ne rien signifier, c'est-à-dire pour ne rien dire de particulier, des choses inutiles ou dépourvues de sens. Cependant, parler pour ne rien dire, ce n'est pas gaspiller sa parole, donc bavarder. Faut-il préférer à la futilité du bavardage, à son inutilité, le sérieux et l'efficacité de la parole? Bavarder vient de baver. Bavarder, c'est parler abondamment de choses insignifiantes. Parler et bavarder sont deux modalités du langage. Le langage est le moyen de communiquer sa pensée à autrui, et c'est du moins ce qu'affirme le sens commun. Parler, c'est donc mettre en œuvre une intention active et consciente de communication. La parole vise à l'efficacité, elle se veut utile, elle est sérieuse et individualisée. Le bavardage, au contraire, est inutile, stéréotypé et même impersonnel. Parler peut être un moyen d'établir le lien préalable à toute communication, c'est donc la fonction fatigue, ce qui va permettre d'établir le contact entre l'émetteur et le récepteur et attester une reconnaissance réciproque. Exemple, quand je vais dire « allô » au téléphone. Dans ce cas-là, je ne parle pas pour dire quelque chose, mais avant de dire quelque chose, afin de m'assurer que mon message sera bien transmis. Toutefois, même dans ce cas, il est possible de se demander si le langage ne traduit rien. Ce qui est absurde ou inutile dit encore des choses sur celui qui le dit. Une parole insignifiante, donc sans importance, est-elle pour autant une parole non signifiante, donc dépourvue de sens? Dit-on quelque chose même lorsqu'on ne veut rien dire? Parler pour ne rien dire, cela signifie s'exprimer, se faire remarquer, pour dire quelque chose alors qu'on ferait mieux de se taire. C'est afin de se sentir important. Par exemple, un enfant va sans cesse vouloir raconter sa journée maintes et maintes fois, et c'est pour qu'on s'intéresse à lui. Parler pour ne rien dire revient à parler à un récepteur inexistant ou inadapté. En effet, parler sans personne en face revient à se parler à soi-même. Donc, si on se parle à soi-même, cela revient à répéter une information qu'on sait déjà. On perpétue donc la même information sans pour autant informer les autres. Ce qui peut provoquer, par exemple, un sentiment de solitude chez l'auditeur. Mais dans ces cas-là, ne parler pour ne rien dire, cela revient donc à se taire ou à parler pour dire quelque chose. Savoir se taire, c'est laisser place au silence. Le silence est d'or et la parole est d'argent, comme on dit. L'or, on le sait, a une plus grande valeur que l'argent. Donc il faut savoir privilégier le silence à la parole lorsque c'est nécessaire. On ne peut parler pour rien dire à l'aide de deux conditions. Le souhait de pouvoir instruire et des récepteurs attentifs ayant les mêmes attentes que l'émetteur. Laissez-moi vous expliquer. Un émetteur passionné par son sujet, face à des récepteurs ayant la soif d'apprendre sur le sujet dont il va donc parler, communiquer. Il y a donc sous leur action de parler une action communicative et utile, donc ils parlent pour dire et non pour ne rien dire. Par exemple, un professeur de licence d'histoire qui va apprendre à des professeurs d'histoire en devenir va avoir cette fonction communicative, donc il ne va pas parler pour ne rien dire. La parole se veut sérieuse. On ne cherche pas à s'évader de la réalité, mais au contraire à la rejoindre, à la comprendre et à agir sur elle. Parler peut aussi consister à faire quelque chose plutôt qu'à dire quelque chose. C'est la fonction performative, on l'a vu avec Austin. Dire « je te promets que je vais venir demain », ce n'est pas simplement communiquer l'information que je vais venir, c'est faire la promesse de venir le lendemain. Il n'y a pas d'autre façon de promettre que de dire que l'on promet. Et c'est pourquoi Austin a appelé son ouvrage « Dire, c'est faire ». Jusqu'ici, certains peuvent dire que j'ai parlé pour ne rien dire et que j'aurais mieux fait de me taire. Cependant, je communique avec vous pas sous forme d'échange, effectivement, mais sous forme instructive, car je vous dis ce que je pense et ce que je dis. Et même si je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, donc je parlerai pour ne rien dire. Justement, ne rien dire, c'est se taire, c'est disparaître. Faire comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Pensez-vous que César, il est parlé sans cesse pour dire et non pour ne rien dire? Ces gens-là, on ne les retient pas. Donc si on résume, parler pour ne rien dire, c'est possible. Mais ne rien dire revient à se taire. Donc mieux vaut se taire et ne pas parler, plutôt que de parler pour se taire.
Je pense donc qu'il faut ne parler pour ne rien dire, quitte à ne pas véhiculer un message, mais sa présence. Merci beaucoup.